Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo proposée par l'Académie. Aujourd'hui, c'est Gimbal. Je suis actuellement en train de réaliser la prochaine vidéo du Pôle Espoir Baseball de Montpellier. Ça fait quelques années que j'utilise des stabilisateurs et je me suis rendu compte que, au fil des années, j'avais mis en place des petites routines, des petites astuces qui pourraient peut-être vous servir. Alors pourquoi pas aujourd'hui parler vidéo et plus particulièrement parler Gimbal. Et ce qu'il y a de chouette avec cette petite vidéo, c'est que je l'ai réfléchi de manière à ce que ça matche avec n'importe quel gimbal pour que tout le monde soit content. On va voir 6 astuces, dont une avec un petit cadeau. Si ça c'est pas chouette. Première astuce et non des moindres, la condition physique. À partir du moment où on est un opérateur Steadicam, où on manipule du gimbal, où on manipule du glidecam, peu importe quel système de stabilisation, on peut soumettre notre condition physique à rude épreuve, si on doit faire des plans séquences assez longs et si on doit faire des journées de tournage assez longues aussi. Enchaîner les plans, ça peut vite être usant. Alors, le rendu final ne va pas forcément être impacté, sauf si vous êtes au bout de votre vie et que vous tremblez comme une feuille à chaque plan parce que vous êtes foutu. Mais c'est avant tout pour vous soulager vous, en tant qu'opérateur, pour vous détendre, pour que ce soit beaucoup plus chilling et que vous ne soyez pas vraiment complètement cassé de la tête aux pieds. Faire une petite préparation physique dédiée au gimbal pour être plus performant et pouvoir encaisser des semaines non-stop de captation. Alors il y a 3 parties du corps que je conseille de renforcer. Ça va être évidemment le bras porteur, ou les bras porteurs en fonction du setup que vous avez, si vous devez porter avec les 2 bras. De manière générale, de toute façon, on muscle les deux, on n'en muscle pas qu'un seul, parce que sinon après ça ressemble un peu à rien. Donc les bras, c'est déjà une base qui paraît être un peu évidente pour tout le monde. Ensuite de ça, on a les épaules. Déjà, elles soutiennent pas mal le bras, pour commencer. Et puis pour tous les mouvements que vous allez avoir à faire assez élevés au-dessus de la tête, eh bien, c'est les épaules qui vont prendre le pas, c'est elles qui vont devoir assurer, et c'est important d'avoir des épaules qui tiennent la route. Et pour finir, celui qu'on oublie souvent, mais pourtant lui, il ne nous le fait pas oublier, lui il est toujours là et il nous le rappelle, et c'est le dos. Le dos pour le gimbal, c'est indispensable. Et je pense que pour beaucoup de choses, c'est indispensable, donc ça vous fera pas de mal. Faire un petit renforcement musculaire au niveau du dos et particulièrement au niveau des lombaires, c'est quand même quelque chose d'assez chouette. Ça va vous permettre de ne plus avoir de petites douleurs désagréables, non seulement quand vous travaillez devant votre ordi pendant un paquet de temps, mais aussi quand vous allez vouloir capter avec vos stabilisateurs, mais que vous allez éloigner les bras de votre corps. Enfin moi personnellement en tout cas, je le ressens. Ce sont mes lombaires qui sont sollicités, ce sont mes lombaires qui vont bosser, qui vont compenser et attribuer de la force. Et donc du coup, c'est super important d'entretenir cette partie-là. Un exercice assez chouette pour ça, ça va être le soulevé de terre. Alors, prenez pas peur, le soulevé de terre, souvent on imagine ça pour vraiment que les Golgoth à la salle, mais le soulevé de terre peut se faire même sans matériel, vous pouvez faire rien que le mouvement peut être très intéressant en soulevé de terre, et un petit soulevé de terre à 15, 20, 30 kg, et puis après un peu plus si vous avez envie, mais vous n'êtes pas obligé de faire beaucoup, ça va être très très bien. Le plus important c'est de faire un bon mouvement, il y a plein de vidéos sur internet qui vous expliqueront ça très bien, j'en ai pas forcément en tête, mais voilà, vous trouverez sans problème, et si vous faites un bon mouvement, peu importe le poids, vous allez très bien travailler et vous allez forcément vous renforcer comme il faut. Alors oui, on est dans une situation particulière, il n'y a pas de salle de sport, c'est compliqué de faire du sport, mais pas d'excuses. Vous pouvez toujours trouver des solutions. Si vous devez faire des biceps avec un pack d'eau ou avec un élastique ou avec une haltère trouvée je sais pas où fabriquée, faites-le. Voilà, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est de pas se ramollir. Il faut toujours rester en forme. Voilà, très important. Deuxième astuce, et vous la connaissez déjà pour les plus fidèles, pour les plus attentifs, ça va être le plateau rapide. J'avais déjà présenté un plateau rapide sur ma chaîne et je l'ai pas changé parce que c'est vraiment pour moi le plateau rapide ultime. Du coup, je l'ai bien gardé, celui-là, c'est toujours le même que j'utilise. Le plateau rapide, c'est une petite platine qui va permettre de switcher par exemple d'un trépied à un Ronin ou n'importe quel stabilisateur en quelques secondes sans avoir à dévisser la platine propriétaire du trépied et visser la platine propriétaire du stabilisateur et ainsi de suite. Donc ça au moins on enlève toute cette partie là, on prend 2 platines de plateau rapide, on la fixe une sur le trépied, une sur le stabilisateur et grâce à ça on a juste à switcher de l'un à l'autre et c'est très rapide. Donc un atout de temps très important parce que du coup ça va très vite, mais également plus la nécessité de refaire son équilibrage sans arrêt avec son stabilisateur. Une fois qu'il est fait initialement, vous n'avez plus besoin de le refaire parce que le fait de remettre le plateau rapide et de le renclencher, comme vous le renclenchez toujours au même endroit, votre appareil photo ne s'est pas déplacé et donc vous êtes toujours sûr de pouvoir reprendre votre stabilisateur instantanément et être prêt à shooter en quelques secondes.
Le troisième point, c'est un point que j'ai souvent abordé aussi dans la chaîne, parce que c'est quelque chose qui est très important à mes yeux, ce sont les chaussures. Dans la stabilisation, eh bien, les chaussures, elles ont un rôle de stabilisateur, il faut le dire, puisque il y a beaucoup de chaussures qui sont en mesure d'absorber pas mal de chocs, notamment les chaussures de running, les chaussures de course, qui permettent d'absorber une grande quantité de vibrations et de chocs. Eh bien, ça va se ressentir directement dans votre captation, ça va être une stabilisation en plus que vous allez mettre, et donc prendre des chaussures qui amortissent bien, dans lesquelles vous êtes confortable, c'est très important pour que vous puissiez faire des mouvements fluides et que vous soyez en pleine aisance de vos mouvements. Et en plus de ça, si vous prenez des semelles qui absorbent, vous allez limiter encore plus les tremblements. Si vous pouvez éviter les chaussures de sécurité, les pompes énormes et tout ça, voilà, il faut le faire. Je vous en ai déjà parlé, je vais pas m'étaler plus longtemps sur le sujet. Et on passe au quatrième point. Il faut pas oublier que ces stabilisateurs, surtout du coup les stabilisateurs électroniques, sont équipés de moteurs, des moteurs qui sont certes costauds, mais aussi fragiles. Et donc il faut surtout éviter des sollicitations sur ces moteurs-là, qui pourraient désaxer le mouvement, qui pourraient créer des micro-vibrations après s'ils subissent des chocs ou s'ils sont mal entreposés dans le sac. Voilà, c'est quelque chose que je ne recommande vraiment pas parce que ça reste quand même relativement fragile, contrairement au bon vieux glidecam tout mécanique. Là, je pense qu'il y a vraiment des risques de trimballer son stabilisateur n'importe comment dans son sac, donc je recommande des caisses dédiées pour le transport. Il y en a plein, pas forcément les marques officielles, mais il y en a plein que vous pouvez trouver de manière à ce qu'il n'y ait pas de jeu et qu'il ne bouge pas dans des positions qui ne sont pas faites pour lui, parce que vous allez avoir forcément des ennuis, forcément, voilà, c'est sûr et certain. Quand j'arrive sur un tournage, il se trouve que dans 95% du temps, il faut aller vite. On doit switcher d'une scène à l'autre, on doit filmer à tel endroit, à tel moment, avec tel objectif, bref, c'est très compliqué de pouvoir tout gérer, surtout quand on doit tout gérer soi-même, tout seul, et qu'on n'a pas une équipe entière derrière soi. Alors, ce qui est important, c'est de se soulager au maximum pour pouvoir attribuer le maximum d'énergie dans la création et non pas dans la manipulation d'objets et de matériel. Et il se trouve qu'avec les stabilisateurs, la plus grande bête noire, c'est quoi? C'est l'équilibrage de ce stabilisateur avec le matériel qu'on veut embarquer dessus. Alors, c'est quelque chose qu'on fait de manière très efficace à la maison, quand on a le temps, quand on est sur une surface plane et qu'il n'y a pas de vent, quand il n'y a pas de boue partout ou qu'il ne flotte pas et qu'on n'est pas pressé. Là, tout va bien, on arrive à bien faire notre équilibrage. Par contre, sur place, si on n'a rien, si le seul sol qu'on a c'est de la boue et que on est excessivement pressé, ça peut devenir compliqué. Alors, comment faire? Vous prenez un petit temps, le week-end, vous vous posez sur la table de la cuisine, vous posez votre stabilisateur, votre petit boîtier et puis vous faites votre réglage pour l'avoir le plus parfait possible. Vraiment le plus parfait possible, le plus immaculé possible. Le but c'est que le Ronin stabilise les plans même en étant éteint. Voilà, il doit être vraiment parfait. Et une fois que c'est fait, et rien de plus simple que de noter les valeurs d'équilibrage et pouvoir les réutiliser pour la prochaine fois. Et c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai pris un petit moment et j'ai fait mon équilibrage avec tous les objectifs, toutes les combinaisons possibles, boîtier, objectif, avec l'équipement que je mets dessus, si je mets un micro, si je mets pas de micro, toutes ces choses-là. Ensuite de ça, je prends mes petites notes sur papier, tout simple, et je suis allé ensuite sur Photoshop me créer un PDF tout beau, tout propre, avec un petit schéma, quelque chose de qualitatif. Et ensuite de ça, qu'est-ce que je fais? Je l'enregistre sur un drive, et comme ça j'ai toujours mes petites fiches avec moi partout où je vais, et j'ai juste à les ouvrir et pouvoir faire mes réglages sans problème. Je vais en ouvrir une au hasard, voilà. Donc je me retrouve avec quoi? Je me retrouve avec ma configuration pour mon Ronin, avec le setup caméra, mon R5, plus mon 24 mm 1.4, plus une carte CF Express, et ensuite de ça, les petites variables, qui peuvent être l'écran déplié, le câble remote qui permet de lancer l'enregistrement directement depuis le gimbal, le filtre ND variable et le pare-soleil. Ça c'est très important parce que un pare-soleil en plus ou un pare-soleil en moins, ça peut complètement perturber votre équilibrage. Il faut bien préciser tout ce qu'il y avait sur votre caméra au moment de l'équilibrage pour ne pas vous l'oublier sur le moment et ne pas comprendre pourquoi, une fois que vous avez mis toutes les valeurs que vous aviez pourtant bien prises à la maison, pourquoi ça ne marche pas. Une fois que c'est fait, je me suis fait un petit schéma très simplifié du Ronin S et avec les emplacements moteurs et un numéro pour chaque point de réglage, et j'ai juste eu à rentrer les valeurs correspondantes pour chaque point de réglage. Et ne pas oublier d'ailleurs le réglage du plateau qui va venir se placer de manière définitive sur le Ronin quand vous aurez un plateau rapide à rajouter par-dessus, et comme ça après il ne bouge plus et vous êtes toujours sûr d'être au top du top. Et on termine par un petit point sans prétention, mais qu'il ne faut pas négliger.
Je vous dis ça parce que moi je l'ai négligé pendant un petit moment, par erreur, parce que je pensais bien faire à la base, mais au final je faisais pas forcément bien. Je vous explique et je m'explique. En mécanique, que ce soit mécanique générale, mécanique de précision, enfin à peu près toutes les mécaniques, on dit souvent que il faut pas serrer comme un gros bourrin. J'ai pris cette habitude-là de ne pas serrer tous les points de serrage à fond la caisse, parce que non seulement on peut endommager des pièces en faisant ça, mais aussi pour dévisser derrière, ça peut être costaud, hein, et des fois il faut s'accrocher. Donc je prenais cette habitude de fermer de manière ferme, mais pas plus. Eh bien il se trouve que sur mon Ronin, peut-être que ça se fait que sur le mien, hein, mais en tout cas sur mon Ronin, si je ne serre pas excessivement fort, tout en restant à la main, hein, il n'y allait pas à la pince quand même, hein, fermer un peu plus fort que fort, voilà, fermer fort plus. Eh bien, si je ne fermais pas en fort plus, il y avait des micro-tremblements qui apparaissaient de manière assez violente. Et le pire dans tout ça, c'est qu'on ne peut pas s'en rendre compte à la captation. À la captation, on s'en rend pas compte parce que ce sont des micro-tremblements sur le mini-écran de son appareil photo. Eh bien, on ne peut pas s'en rendre compte, hein, et c'est que en rentrant chez soi, qu'on fait son petit dérochage et que là, on pleure. Tout simplement. Donc j'ai compris ensuite que il fallait vraiment serrer un peu plus. Surtout si vous voulez faire des rotations avec votre stabilisateur ou des mouvements un petit peu complexes qui vont beaucoup solliciter les moteurs, si vous serrez pas à fond, ça va créer des micro-jeux qui vont poser problème. Donc ça c'est très important. Ensuite de ça, n'oubliez pas l'autotune. Je ne sais pas si c'est juste dédié à DJI ou si toutes les autres marques emploient ce même terme-là. Une fois que vous avez fait votre réglage de base, hein, vous, manuellement, vous allez faire cette petite, on va dire, ce petit test d'équilibrage. Hein, il va tester les points forts, les points faibles, il va voir là où il y a des choses à compenser et il va le compenser physiquement ensuite. Donc c'est quelque chose qui est important à ne pas oublier, d'autant plus qu'il y a un raccourci assez simple pour le faire, surtout chez DJI en tout cas, certainement chez les autres marques aussi. Vous enfoncez la gâchette à fond et vous appuyez sur M en même temps pendant un certain laps de temps et ça va le lancer tout seul. Assurez-vous de ne pas l'avoir en main, hein. Quand vous faites ça, vous le laissez poser tranquillement et vous le laissez bosser pendant 30-40 secondes et après c'est nickel, ça va compenser les petites erreurs que vous auriez pu faire au moment de l'équilibrage et au moins vous êtes sûr d'avoir quelque chose de assez quali. Bah voilà, je crois qu'on a fait le tour de cette petite vidéo. Il y en a beaucoup, hein, des vidéos sur ce sujet-là, donc j'ai essayé de vous sortir des choses un petit peu différentes, des choses qui n'ont pas forcément été trop vues. J'espère que ça vous a apporté quelques petites solutions, quelques petites réponses, voilà, et que ça va pouvoir vous aider. Cette petite vidéo m'a donné une idée d'une future vidéo sur à peu près le même sujet. Je me suis dit, tiens, pourquoi en 2021 je ne ressortirai pas mon bon vieux GlideCam et faire un comparatif entre le stabilisateur électronique et le stabilisateur mécanique, voir un petit peu les points forts, les points faibles de ces deux outils qui sont quand même vraiment sympas, et peut-être qu'on verra que le stabilisateur mécanique n'est pas complètement has-been. D'ici là, si vous avez apprécié la vidéo et que vous aimez bien mes aventures, n'hésitez pas à vous abonner et à me rejoindre sur les réseaux où je suis excessivement présent avec du contenu très qualitatif. Merci de m'avoir regardé et écouté. La prochaine vidéo c'est pour très bientôt et au cas où on se reverrait pas d'ici là, je vous souhaite une bonne soirée et une excellente nuit.